Combien de fois est-ce que j'ai entendu qu'avec le cash flow, tu vas pouvoir obtenir ta liberté financière, qu'avec le cash flow, tu vas pouvoir quitter ton job et vivre de tes loyers? On entend ça partout aujourd'hui, on entend ça sur YouTube, sur Instagram, dans les publicités dédiées à l'IMO, sur les contenus de formation également. C'est devenu un peu le Graal, l'objectif ultime et un peu comme une preuve sociale de réussite finalement, sauf que c'est un énorme mensonge. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce discours à cash flow est problématique, pourquoi ça ruine des milliers d'investisseurs en coût d'opportunité, pourquoi les vendeurs de formation ne te disent pas tout et surtout, je vais t'apprendre comment on s'enrichit vraiment en immobilier, quel est le principal levier d'enrichissement. Je vais te montrer tout ça avec des vrais chiffres, pas avec des promesses farfelues, pas avec des promesses creuses. Premier problème, c'est un peu la tendance en ce moment, je vais en parler en détail, problème de location courte durée qui pullule, avec notamment les logements atypiques. Alors, tu as raison, ça peut être une très bonne stratégie si ton objectif c'est de dégager un peu de revenus complémentaires. Tu peux faire avec un bon rendement, tu peux sortir 1000, 1500, 2000 euros de cash flow par bien, sauf qu'on ne t'explique jamais ce qui se passe une fois que tu vas revendre. Sauf si vraiment c'est ta stratégie à vie de faire ça, mais en fait tu vas juste faire un autre job. Quand tu revends ton bien, l'acheteur en face, tu vas lui vendre uniquement au rendement. Tu vas viser uniquement une seule cible, un investisseur, et tu ne vas pas pouvoir valoriser ton appartement comme un appartement classique finalement. Donc ton appartement qui te sort 2000 euros par mois Airbnb, finalement il se revend au même prix qu'un appartement qui te sort 700-800 euros par mois en location longue durée. Donc oui, tu as du cash flow, mais tu n'as pas de plus-value. Ton enrichissement patrimonial sur le long terme, il est vraiment très faible et pas optimisé du tout. Et tu travailles pour ton cash flow. Donc le jour où tu arrêtes de bosser pour ton Airbnb, le jour où, même si tu as tout automatisé, mais le jour où le cash flow s'arrête grâce à ça, en fait, tu te rends compte que tu dépendais juste d'un autre job alternatif et que ce n'était pas un réel investissement avec une vision long terme des choses. Maintenant, on va décortiquer aussi le mythe pour ceux qui font la location classique, location longue durée, en meublé idéalement. Pourquoi est-ce que avec même 2000 euros de cash flow, tu ne vis pas de l'immobilier? On va faire un calcul très simple. Avec 2000 euros de cash flow, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'après avoir payé ton crédit, tes charges, il te reste 2000 euros dans la poche. Pour générer, je parle par expérience, pour générer 2000 euros de cash flow net en location classique, tu vas avoir à peu près besoin d'un patrimoine d'environ 500 000 euros. Je parle bien location classique, 500 000 euros de patrimoine immobilier minimum. Admettons que tu y arrives. Tu as tes 2000 euros de cash flow. Maintenant, on va regarder ce qui se passe vraiment. Sur tes 2000 euros de cash flow, est-ce que tu as approvisionné les travaux annuels que tu vas devoir faire? Est-ce que tu as provisionné les imprévus? Est-ce que tu as provisionné l'éventuelle vacances locatives pour X ou Y raison? Tu as un locataire qui perd son job, tu as un locataire qui barre, tu as un locataire qui paye plus son loyer du jour au lendemain, même si tu as bien fait les choses. Eh ben non. Parce que comme 90% des gens qui visent une stratégie à cash flow, et c'est normal parce que c'est ce qu'on te vend partout finalement, donc tu vas pas faire attention à ce genre de détails. Si tu as une vision claire et long terme, si tu as un minimum sérieux, tu vas prendre une provision d'environ 5 à 10% pour la vacance locative, pour les travaux. Mais admettons voilà, que tu as tes 2000 euros de cash flow, tu enlèves ces 5-10%, peut-être 15%, finalement tu arrives à quoi? 1700 euros par mois. Donc ton cash flow déjà de 2000 euros, il se transforme en 1700 euros. Est-ce que tu vas vraiment quitter ton job pour 1700 euros par mois avec 500 000 euros de dette sur le dos et avec surtout un encours bancaire qui est fragilisé et qui n'est absolument pas sécurisé? Et encore une fois, même ces 1700 euros, ils ne sont pas garantis. Je dis n'importe quoi, tu as une chaudière qui lâche. Comme je disais avant, tu as un locataire qui part parce qu'il est muté dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Tu as un locataire qui paye plus du jour au lendemain. C'est des mois et des mois de procédure. Tu vis pas vraiment avec ça en fait. C'est du stress supplémentaire, c'est un job à plein temps et c'est certainement pas ce que tu as envie de faire. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est que pour atteindre ces fameux 2000 euros, on va dire d'aller chercher du rendement. C'est ok, donc du 10, du 12, du 15, parfois du 20%. Pour trouver ces rendements, où est-ce que tu vas principalement? Tu vas aller dans des villes de taille moyenne ou des petites villes, dans des zones sans tension locative réelle ou sans tension locative forte. Souvent, tu vas peut-être viser des biens ou des immeubles pourris que personne ne veut. Ça peut être une bonne stratégie. Mais en fait, ce que je t'explique, c'est que tu te retrouves finalement à acheter un bien peut-être, prenons un exemple, 100 000 euros à 10 points de rendement. Ok, c'est magnifique. Mais ce bien, dans 10 ans, peut-être qu'il vaudra toujours 100. Peut-être qu'il aura fait une moins-value parce que la zone est absolument pas preneuse.
peut-être il aura fait une légère plus-value de 10-15 000 euros, mais pendant ce temps, le mec qui a acheté un appartement, je dis n'importe quoi, à Besançon, à Lille, à Nantes, avec seulement 6 ou 7 points de rendement, et ben son appartement, son bien, il a pris 50-60% de valorisation. Et maintenant, je vais te montrer avec un exemple concret, chiffré, je vais tout détailler pour que tu comprennes vraiment. On se retrouve sur mon écran. Ok, maintenant on va voir ce qu'il en est réellement avec une stratégie cash flow versus une stratégie patrimoniale. On va voir le calcul sur 10 ans, ce qui est relativement raisonnable quand il s'agit d'arbitrer un bien, c'est-à-dire de revendre un bien immobilier que tu détiens depuis déjà plusieurs années. Même mise de départ, juste 2 stratégies, et tu verras que les résultats sont radicalement différents. J'ai mis des scénarios assez basiques, même un peu pessimistes. C'est pas des bons investissements honnêtement, mais c'est vraiment pour te montrer là où se commet l'erreur et là où se trouve réellement l'enrichissement. Donc on va d'abord avoir, premier investisseur, stratégie cash flow. On va trouver un bien donc dans une petite ville de taille moyenne, avec un prix d'achat de 150 000 euros, quelques travaux, les frais de notaire à payer. Je reste vraiment sur des chiffres très basiques, c'est pour qu'on aille vite et que je te montre comment ça fonctionne. Coût total 192 000 euros de revient, loyer mensuel 1500, loyer annuel 18 000 euros, un rendement brut plutôt correct. Le crédit, quelque chose d'assez classique sur 20 ans, à 4%, j'ai pris un taux volontairement élevé pour que ça soit clair. Des mensualités de crédit à 1160 euros par mois, donc un cash flow brut de 340 euros par mois. C'est là où je vais t'expliquer que c'est mauvais parce que les charges sont volontairement augmentées, mais c'est pour vraiment appuyer, pour te montrer la différence qu'il y a. Donc tu vas payer de la taxe foncière, tu vas payer de l'assurance propriétaire non occupant, qui est obligatoire. Tu vas payer éventuellement des entretiens travaux et tu vas provisionner une éventuelle vacance locative, par exemple un mois de vacances locatives, ce qui est tout à fait possible. Bon, si tu fais très bien les choses, évidemment tu évites tout ça. Mais en tout cas, ça te fait des charges à hauteur de 105 400 euros par an. Tu as un cash flow brut qui est positif, qui est énorme sur le papier, mais avec toutes les charges cumulées, finalement, tu arrives à un cash flow net légèrement négatif. Tu vas dire, ok, c'est pas trop grave. À côté, j'ai le capital remboursé. Là, déjà, tu commences à voir la différence entre le capital qui est remboursé et le cash flow. Quand bien même les charges auraient été inférieures au cash flow, même si on met un cash flow, je sais pas moi, de 20 000, 30 000, 40 000 euros, le capital remboursé sera toujours au moins 2 fois supérieur à ton cash flow. Et c'est là que je veux que tu comprennes que c'est ça la clé de l'enrichissement. Quand tu rembourses ton crédit tous les mois, tu rembourses une partie d'intérêt qui est perdue, qui va à la banque, mais tu rembourses du capital, c'est-à-dire que tu rembourses ton bien, et c'est même pas toi qui le rembourses directement, ce sont tes locataires. Et c'est ça le véritable vecteur d'enrichissement. Et ensuite, derrière, tu as la plus-value. La plus-value, ça peut équivaloir à peu près au cash flow, mais on verra après, si tu fais bien les choses, la plus-value, elle peut être énorme et elle peut largement dépasser le cash flow et largement te permettre de t'enrichir au moment où tu vas arbitrer ton bien dans 5, 7, 10 ans, peut-être 15 ans, un peu plus. Donc là, on voit un enrichissement total de 66 800, mais qui est principalement dû au capital remboursé et à la plus-value, pas au cash flow. Ensuite, on va voir la stratégie B, stratégie de l'investisseur plus raisonnable, avec une vision plus patrimoniale et plus long terme. Encore une fois, tout ça, ça dépend de tes objectifs, de ta vision de l'immobilier, de tes attentes, de tes contraintes, de tes blocages, etc. Mais c'est pour bien que tu comprennes ce que c'est le levier d'enrichissement dans l'immobilier, le levier principal. Donc là, on vise une métropole, une métropole dynamique. On va prendre Nantes au hasard. Un prix d'achat à 180, pareil, un peu de travaux, les frais de notaire, un coût total légèrement plus élevé à 214 000 euros. Un loyer mensuel un peu plus faible, forcément, parce que tu dilues. Là, on a acheté un petit immeuble à côté, ici, tu achètes un seul appartement. Des loyers annuels forcément plus faibles. Un rendement brut plus faible également, qui est toujours pas très bon, mais c'est vraiment pour l'exemple. Un crédit, pareil, exactement la même simulation, sur 20 ans à 4%. Des mensualités de 1295 euros par mois, donc forcément, on voit déjà que les mensualités de crédit sont supérieures au loyer. Donc tu vas être en cash flow négatif de quasiment 200 euros par mois. C'est-à-dire que tu vas devoir mettre 200 euros de ta poche tous les mois. Donc ça, je te conseille certainement pas de le faire, sauf vraiment si tu fais une opération exceptionnelle qui va te rapporter énormément. Et si tu as un autre bien pour équilibrer, par exemple dans une SCI. Là, on a toutes les charges annuelles. Pareil, tu vas payer de la taxe foncière, mais un peu moins que sur un immeuble. Un peu d'assurance péno, mais vu que tu as moins d'appartements, tu en payes un peu moins. Entretien, travaux, vacances locatives, forcément dans des zones à forte tension locative, tu vas avoir moins de vacances locatives, donc moins de risques d'impayés, moins de locataires qui partent et de locataires qui restent plus longtemps, et un turnover moins important. Donc total des charges, 3 450 euros par an, bilan sur 10 ans, oui, tu as fait un effort d'épargne supérieur. À côté, tu avais plus de 40 000 euros de cash flow brut,
Là, tu as dû mettre 23 400 € de ta poche. Tu as les charges également. Encore une fois, c'est un mauvais scénario, mais c'est pour te montrer l'exemple. Total sortie de ta poche, quasiment 60 000 €. Sauf qu'en parallèle, tu as le capital remboursé qui est de quasiment 80 000 €. Et tu as la plus-value latente. Si tu as bien fait ton étude de marché, si tu as visé le bon secteur, si tu as visé la bonne ville, si tu as visé la bonne rue, si tu as bien étudié ton projet sur le long terme avec une vision claire des choses, et ben voilà, tu as une plus-value, la revente qui est de l'ordre de 88 000 €. Résultat global, enrichissement 108 000 €. Si tu compares les deux, tu as quasiment 62% d'enrichissement global en plus pour l'investisseur qui n'a pas forcément visé une stratégie cash flow. Et encore une fois, j'ai rien contre le cash flow, c'est très bien d'en avoir, mais il faut que tu comprennes que le cash flow, c'est pas la stratégie principale. Il faut vraiment que ça reste secondaire dans ta vision des choses, sauf si ton but c'est de constituer simplement voilà, un enrichissement annexe, et sauf si ton objectif c'est d'arrondir tes fins de mois, mais je pense pas que tu sois là forcément pour ça. Donc le comparatif final, voilà, on a un cash flow positif d'un côté, un cash flow négatif de l'autre, mais voilà, 62% de différence, et l'investisseur B gagne finalement plus de 40 000 € de plus sur 10 ans, avec pourtant un cash flow négatif, alors que tous les vendeurs de formation te vendent le cash flow comme étant la solution miracle, et te disent que si tu as un cash flow négatif, c'est pas une bonne opération, mais c'est totalement faux. Donc retiens ça, le cash flow c'est un indicateur de confort, c'est pas un vecteur d'enrichissement. Ça va juste indiquer que ok, tu vas être confortable, tu vas pas avoir à mettre de l'argent de ta poche, mais par contre c'est pas ça qui va te faire t'enrichir sur le long terme. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à comprendre le problème des vendeurs de raids, des vendeurs de formation, des vendeurs de cash flow que tu vois en permanence pulluler partout sur les réseaux. Mais voilà, si tu veux construire un patrimoine en immobilier, c'est pas le cash flow qui compte, c'est le capital remboursé, c'est la plus-value latente, c'est l'utilisation optimale du levier bancaire et c'est la qualité de l'emplacement aussi pour que tout ça soit valorisé au mieux au fil du temps. Le cash flow, c'est juste la cerise sur le gâteau finalement, c'est pas le gâteau en lui-même. Et ça, faut vraiment bien que tu le comprennes pour éviter justement ce coup d'opportunité et éviter de te lancer dans un mauvais processus et d'avoir une stratégie qui n'est peut-être pas en adéquation avec tes objectifs et tes ambitions à long terme. Ensuite, on en arrive au deuxième problème. Tous ces formateurs qui te vendent donc le rêve idyllique du cash flow, qu'est-ce qu'ils te vendent exactement? Ils te vendent des formations. Des formations parfois à plusieurs milliers d'euros, 2, 3, 4 000, parfois plus. Qu'est-ce que contiennent ces formations? Des vidéos, des modules, des PDF, des outils stratégiques, ok, tout ça c'est très bien. Sauf que le problème c'est que ce sont les mêmes vidéos pour tout le monde. C'est le même contenu pour le mec de 25 ans célibataire qui gagne 2 000 € par mois, et pour le cadre de 40 ans marié avec un enfant qui gagne 5 000 € par mois. C'est la même stratégie, c'est le même discours, on va dire fais ci, fais ça, fais du LMNP, cherche du rendement, vise le cash flow, mais ces deux profils ont des situations totalement différentes. Le mec de 25 ans, il peut se permettre de prendre davantage de risques parce qu'il est jeune et qu'il a une appétence au risque plus forte et il peut se permettre davantage de perdre de l'argent, alors que le cas de 40 ans qui est marié, qui a un enfant, qui a plus de responsabilités, qui a une famille à gérer, il arrive à un stade où il devrait davantage sécuriser son patrimoine et avoir une vision long terme pour sa retraite, pour sa transmission, etc. Mais non, on leur vend la même formation, on leur vend la même stratégie, le même rêve immobilier, et après on s'étonne que 80% des gens qui achètent des formations n'arrivent jamais à se lancer parce qu'ils sont totalement perdus, ils investissent jamais et finalement ils perdent de l'argent à cause de ce manque à gagner, ce coup d'opportunité. Donc en plus c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste que on leur a pas appris comment faire en fonction de leur situation. Donc encore une fois, l'immobilier, c'est pas un jeu avec une stratégie unique qui fonctionne pour tout le monde. C'est de l'entrepreneuriat, c'est de la gestion de finances, c'est de la gestion de patrimoine un peu, c'est du sur-mesure. Donc comprends bien que ta stratégie, elle doit dépendre avant tout de tes revenus et de ta capacité d'épargne, de ta capacité d'emprunt maximum, de ta situation familiale, ton réseau d'investissement à long terme, tes objectifs réels, de manière plus secondaire ta fiscalité, ton appétence au risque également, et puis bon, toujours de manière plus secondaire le temps que tu peux y consacrer, mais ça encore ça s'optimise si tu fais bien les choses et si tu as une stratégie claire avant de commencer. Parce que deux personnes avec les mêmes revenus également, hein, si tu prends deux cadres à 5 000 €, les deux peuvent avoir des stratégies, des visions et des ambitions totalement différentes.
Et ça, le problème, c'est qu'aucune formation banalisée, standardisée te l'apportera et te l'enseignera. Donc, pour résumer, comment est-ce qu'on s'enrichit vraiment en immobilier? Premièrement, oublie le cash flow. Ça ne doit pas être ton objectif principal. Même si ton but, c'est de te constituer un complément de revenu, ne vise pas le cash flow à tout prix. Comprends vraiment que ton objectif avant tout, c'est de construire un patrimoine immobilier, un patrimoine qui se valorise dans le temps, qui est stable, qui est sécurisé, qui te permet de sécuriser ton encours bancaire, parce que c'est quand même le plus important dans l'immobilier, c'est de ne pas avoir de défaut de remboursement de crédit. Quand tu achètes un bien 200 000 euros et que ce bien prend 3% par an, bah, tu gagnes 6 000 euros par an sur un actif que tu n'as même pas payé finalement. Et c'est ça réellement le levier actionnable principal, c'est ça. Et là, on peut vraiment dire c'est ça la magie de l'immobilier. Donc, troisième chose, bon, ça c'est assez secondaire parce qu'il ne faut pas non plus te baser là-dessus. Optimise bien ta fiscalité avant de te lancer, comprends ce que tu fais. Le montage fiscal, c'est pas non plus un détail. Ça peut faire ou non la rentabilité d'un investissement. Ça peut te faire mettre énormément d'argent alors que ton investissement était bon au départ. Et enfin, quatrième chose, accepte l'effort d'épargne si nécessaire. Encore une fois, c'est l'opposé de la stratégie cash flow compte vend. Mais un cash flow légèrement négatif sur un bien de qualité au bon emplacement, c'est pas si grave que ça se rattrape. Et surtout, si ton bien s'apprécie dans le temps, c'est ça qui compte. Et enfin, cinquième et dernière chose, fais-toi accompagner par quelqu'un qui comprend ta situation. Ne passe pas forcément par une formation générique. Il faut quelqu'un qui puisse analyser ton cas en détail, qui puisse analyser tes finances, qui te dise ce qui fait sens pour toi et surtout qui t'accompagne et qui te suit jusqu'au résultat. Moi, c'est ce que je fais par exemple. J'accompagne, je mentor des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, qui sont sérieux, qui sont motivés, qui ont des revenus stables, qui ont un peu d'épargne, qui dorment et qui ne savent pas comment l'utiliser. Des gens qui bossent parfois souvent en dur, qui pensent ne pas avoir le temps, et qui perdent des mois à pouvoir penser se lancer seul et à se former grâce à des formations standards ou à des vidéos YouTube. Moi, je les emmène de la définition de leur stratégie patrimoniale jusqu'à l'encaissement de leur premier loyer. Je fais vraiment du sur-mesure, du one-one. Je les emmène jusqu'au résultat. C'est pas une formation où ils se débrouillent seuls, c'est un accompagnement où je vais vraiment avec eux. C'est contractuel. Tant qu'il n'y a pas les résultats fixés au préalable, moi, je ne les lâche pas tant qu'ils ne les ont pas atteints. Donc voilà, si cette vidéo t'a un peu ouvert les yeux, si tu comprends pourquoi le discours ambiant sur le cash flow c'est problématique, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp en description. Je partage régulièrement du contenu, des réflexions que tu trouveras probablement nulle part ailleurs, comme celle-ci, qui vont à contre-courant de la pensée dominante et de ce qui est partagé massivement sur le réseau, avec des vraies analyses, des calculs, pas du rêve, j'entre vraiment dans le concret. C'est gratuit, c'est sans engagement, c'est vraiment le meilleur premier pas que tu puisses faire pour démarrer dans l'immobilier. Donc écoute, on se retrouve là-bas, je te souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.